au podcast Fini aujourd'hui. Patrick Perrault, président de Métal Marquis. Bonjour Manon. Comment ça va? Ça va très bien toi-même? Ben oui, contexte qu'on est dans Québec Mine. C'est notre série de podcasts Québec Mine. On est un à côté de l'autre. Oui, pas à côté de l'autre, mais en diagonale. On est voisins en diagonale. Oui, de votre... Puis là, qu'est-ce que je peux voir? C'est la nouvelle image de Métal Marquis qui a été lancée, voilà quoi, à peu près 2 mois? Oui, elle a été lancée dans les premières semaines de septembre. Donc, qu'est-ce qui t'a inspiré justement à vouloir changer ton image? Bien, ça fait partie de notre stratégie de croissance aussi. Tu sais, l'image, Métal Marquis cette année va avoir 45 ans. Donc, tu sais, on voulait revamper un petit peu l'image. Dans la vision de l'entreprise, on veut être plus visible, on veut travailler plus en proactivité avec nos partenaires. Donc, ça faisait partie de notre stratégie. En même temps, on avait notre site web à refaire, notre matériel promotionnel. Donc, on en a profité là, pour faire une petite cure de jeunesse à tout ça. Puis là, est-ce que le logo est sur la bâtisse? Ça se fait cette semaine. Ah, OK! Fait que là, il va falloir que j'ai une photo de celui-là. Là. Tout a été fait à l'intérieur. Puis pour le devant, là, l'enseigne en avant du bâtiment est en train de se faire installer cette semaine. Métal Marquis, basé à La Sarre, Abitibi-Ouest. Les gens qui ne connaissent pas Métal Marquis, comment que tu décrirais ton entreprise, Pat? Bien, on est une entreprise, malgré la croissance qu'on a vécue là, dans les dernières années, on est rendu 125 à 130 personnes, qu'on a réussi à rester quand même familiale. Donc, on est une entreprise là, spécialisée dans la transformation métallique lourde, projet sur plein de vie. Donc, on va faire l'ingénierie de détail, les plans de fabrication et toute la fabrication. Amélioration, remise à neuf de composantes d'équipement ou vraiment projet sur mesure pour nos clients pour s'adapter le plus précisément possible à leurs besoins. Quand tu parles de clients, ça serait qui, mettons, quelques-uns de vos clients? Majoritairement, nos clients sont dans le domaine minier. Donc, la fonderie en Rouen est un de nos très, très bons clients depuis toute l'histoire de l'entreprise. Mine canadienne Malartic est un bon client. On a des excellents clients dans le domaine forestier aussi et plus industriel comme Hydro-Québec. On travaille souvent avec eux et d'autres clients de ces types-là. Il y a une affaire que quand j'avais été vous visiter à l'usine à La Sarre, tu as pas parlé dans la description de Métal Marquis, mais vous avez une usine top. Vous avez réussi à amener de l'ampleur, en fait, puis vous pouvez prendre encore des plus gros mandats avec l'agrandissement que vous aviez fait, je pense que c'est il y a 5 ans quand même, là, c'était pas récent. En 2015, ça fait presque 10 ans déjà. Ah, wow! Time flies! Oh oui! Mais qu'est-ce que tu sais, on aimerait pouvoir attirer des gens à notre usine toujours parce que ça démontre aussi la capacité que vous êtes capable de faire. C'est certain que des fois, on est à la Sarre, on est moins capable d'attirer les gens, mais le visuel ou qu'est-ce que tu voudrais que les gens sachent justement, connaissent de ton usine? Bien, comme tu l'as expliqué, dans les dernières années, on a quand même mis beaucoup d'investissements pour rajeunir toute notre flotte d'équipements puis s'adapter aux dimensions des pièces de nos clients. Donc, entre autres en usinage, on a beaucoup d'équipements numériques, ce qui nous permet d'avoir des meilleures précisions, meilleure qualité, à être plus efficace dans notre fabrication. Notre plus gros centre d'usinage, là, on peut usiner jusqu'à 7 mètres de long avec pas de limite de poids de pièces dessus parce que la machine est autonome sur ses rails. On a une des plus grosses plieuses. Là, on peut plier jusqu'à 20 pieds de large, 1100 tonnes de capacité. Notre capacité de lavage, là, à peu près tout ce qui peut se transporter sur la route, on est capable de manipuler. Donc, c'est ce qui nous positionne pour nos clients là, comme un partenaire de choix dans leurs projets sur mesure, dans le lot, pour autant la fabrication que la remise à neuf là, de pièces. Puis qu'est-ce que je vois, tu sais, avec Québec Mine, tu es arrivé avec la bannière Well de l'ail, qui est votre projet pour
un bras robot soudeur. Je pense que c'est une autre offre que vous pouvez vous diversifier premièrement, mais c'est une offre alléchante pour l'industrie. Tu pourrais-tu nous en parler davantage? Oui, bien, Weldelay, ça fait quand même plusieurs années qu'on travaille autour de ça. L'idée a germé, je dirais, en 2020 environ, face aux défis qu'on voyait qui s'en venaient en avant de nous, donc les départs à la retraite, le peu de jeunes qui s'en vont faire des cours en soudage, puis justement avec les départs à la retraite, comment on pouvait faire pour garder l'expertise qu'on a bâtie. Et à ce moment-là, après 40 ans, on avait quand même beaucoup d'expertise, donc on a commencé à regarder ce qui existait sur le marché. Puis on trouvait pas vraiment d'offres qui s'adressaient à notre réalité de sur-mesure. Parce que je l'ai peut-être pas dit spécifiquement tantôt, mais on fait jamais la même chose. On n'est pas une entreprise de produits, c'est toujours des projets sur mesure. Donc, entre autres, la robotique en soudage s'adresse vraiment à la répétition, puis est basée sur un monde parfait. La robotique, tu dois avoir un dessin parfait, tu vas générer des trajectoires parfaites à partir de ton dessin, ton taillage de pièces, ton assemblage, tout doit être parfait pour que ça fonctionne bien. Mais nous, souvent, on n'a même pas de plan parce que c'est des réparations remises à neuf. Donc, c'est là qu'on ne trouvait pas de bonnes solutions. Puis en regardant ce qui existait sur le marché, on a sélectionné différentes technologies, dont la robotique collaborative qui avait des beaux avantages. Ce qui existe présentement, ça permet de simplifier des tâches simples, mais dans la complexité de ce qu'on fait, c'était pas adressé. Donc, on a commencé à regarder aussi la numérisation 3D et l'émergence de l'intelligence artificielle autour de ça. Donc, notre projet rassemble des technologies existantes, la robotique, la numérisation et l'IA. Et au milieu de tout ça, on est en train de bâtir une plateforme qui va être capable de gérer les différentes parties de l'assemblage qu'on a intégré. Donc, on prend les informations du scan. À partir de là, on est capable de générer des trajectoires de robots. Puis notre bibliothèque d'intelligence en soudage qu'on a bâtie autour de ça est accessible. L'objectif, c'est de créer un outil. On ne croit pas qu'on va éliminer l'humain de l'équation, mais c'est de créer un outil pour rendre justement le soudeur meilleur et pour des gens avec moins d'expérience, des connaissances de base en robotique ou en soudage, être capable d'atteindre le même niveau de qualité que quelqu'un de 20 à 30 ans d'expérience. Puis tout ça, ça nous donne l'opportunité de ramasser les données qui ont été faites pour assurer la traçabilité des travaux. On sort l'humain des zones à risque, donc il y a plein d'avantages en santé et sécurité parce que le soudeur, malgré les systèmes de ventilation qu'on a ou autres, finit toujours par être exposé à la fumée. Souvent dans les grosses pièces, chaleur élevée. Position non ergonomique, c'est toutes des choses qui rendent le métier un peu moins sexy, puis qu'on croit qu'en apportant la technologie dans le métier, on va être capable de réintéresser des jeunes aussi. Présentement, tu décris Weldelay aux gens de l'industrie minière. On est à Québec Mine. Comment tu sens la réception quand tu parles de ce bras/robot soudeur-là? Comment que les gens réagissent? C'est super positif. Les gens ont de l'intérêt. C'est sûr que c'est encore un sujet qui est peut-être un peu méconnu. Tu sais, les gens regardent la technologie, ils trouvent ça intéressant, mais il y a toujours, comment je pourrais dire ça, une gestion du changement et du risque que les gens ils maîtrisent pas bien le sujet. Donc, tu sais, la réceptivité est bonne, mais les gens sont à regarder où on va s'en aller avec ça. Puis dans notre projet présentement, tu sais, on a déjà chez nous une solution qui fonctionne. On a commencé à utiliser sur des projets. Là, on est en train de travailler sur la robustesse de la solution. D'ici la fin de l'année, on continue à travailler là-dessus. Ce qu'on s'attend, c'est que
début 2025, on va commencer à former d'autres gens qui n'ont pas été impliqués dans notre projet chez nous pour s'assurer est-ce que ce qu'on a créé répond vraiment à ce qu'on s'attend, que ce soit simple d'utilisation et tout. Et tantôt, tu parlais de la gestion du changement, mais chez vous, l'avez-vous vécu, cette gestion de changement-là? C'est... Nous, le projet que je parle là, ça fait depuis 2020 qu'on en parle à toute notre équipe, qu'on a une vision de s'en aller vers ça, puis qu'on les implique dans cette décision-là. Puis de la manière, une des choses qu'on a faites pour s'aider puis être capable que ça soit acceptable, entre autres, je vais faire une parenthèse, dans le domaine du soudage, un bon soudeur, c'est un artiste. T'sais, il aime que ça soit beau, que le travail soit bien fait, puis si on leur donne un outil qui va faire un moins bon et beau travail qu'eux, ils ne voudront pas l'utiliser. Fait que ce qu'on a fait, fin de la parenthèse, on a ouvert un poste à l'interne pour nos soudeurs qui est intéressé d'être impliqué dans le projet de robot de soudage. On a passé des entrevues, puis on a sélectionné une personne qui est impliquée depuis le début du projet dans la recherche de technologie puis dans le développement pour s'assurer que la solution qu'on développe elle réponde à ce que les gens de métier recherchent. Donc, c'est une des choses qu'on a faites dans notre gestion de changement pour s'assurer que ça soit acceptable puis qu'on réponde vraiment aux besoins. Puis c'est un peu le défi qu'on a vu aussi dans notre recherche avec les intégrateurs. Souvent, les gens de développement de solutions ne connaissent pas vraiment le métier. Ils sont capables de programmer toutes sortes de choses, mais la solution qui arrive à l'utilisateur au final est beaucoup trop complexe et lourde. Si on demande à un soudeur de programmer 32 lignes de code avant de pouvoir commencer... Je vais t'envoyer mon chum pour ça. Il ne voudra pas. Tantôt, on parlait justement qu'il y a beaucoup moins de monde qui s'en vont c'est quoi, l'école de soudage? Oh oui, en soudage. Ça. Mais on parle de pénurie de main-d'œuvre présentement. Toi, pas présentement, mais tu as passé 1 mois en Europe, en France, dans une mission justement de recrutement. Ma question, puis vous avez quand même des gens, je pense, des Philippines chez vous. J'oublie peut-être la nationalité, mais des Philippines. Le gouvernement a passé en septembre, là, ça vient de passer, la réglementation du 10 % des travailleurs TET, travailleurs étrangers temporaires, puis de réduire les visas de 2 ans à 1 an. Il y a beaucoup d'entreprises qui sont quand même sorties dans les médias. On en a parlé aussi plus tôt dans le podcast avec Nordico, comment que aussi ça les affectait. Qu'est-ce qui va se passer chez Metal Marquis avec ce nouveau règlement-là? Bien, présentement, c'est sûr que ça amène beaucoup de craintes chez nos travailleurs parce que, là, ça, c'est les dernières annonces, mais depuis un peu plus d'1 an, avec la francisation, puis le gouvernement met beaucoup de pression sur les travailleurs étrangers. Donc, nous, ça a eu comme impact dans la dernière année qu'on a quand même plusieurs travailleurs, entre autres des Philippines, qui ont quitté pour s'en aller en Ontario. Ah oui? Parce que, ils ne croyaient pas qu'ils réussiraient à atteindre le niveau d'intégration qu'on demande. C'est comme la peur qui a été générée autour de ça. C'est une des raisons pourquoi tu as dit que j'arrivais d'une mission en France, qu'on a été de ce côté-là pour essayer de trouver d'autres choses. Le 10 % pour nous présentement ne changera pas parce que on n'a pas de renouvellement de contrat à court terme. On a tout fait ça dans la dernière année. On était rendu là. Donc, ça va jusqu'à 2026, les permis de travail qu'on a. Donc, théoriquement, les permis qui sont en cours n'affectent pas le 10 %. D'ici là, quel rebondissement qu'il va y avoir dans le domaine de l'immigration, je ne le sais pas trop, mais c'est... Peut-être quand le podcast va être diffusé, tout va être réglé, Pat?
Peut-être. Wishful thinking. On espère. Et tu sais, ce que le gouvernement du Québec a annoncé aussi pour toute la mise sur pause pour des CSQ pour la résidence permanente, ça aussi, ça... Tu sais, on a des travailleurs français, entre autres, qui sont déjà chez nous, mais pour eux, c'est comme l'arrêt de leur rêve parce que il y en a qui étaient rendus à faire leur demande. Ils ont tout ce que le gouvernement demande depuis des années. Puis là, ils mettent tout ça sur pause. Donc, c'est un peu un rêve qui se fonde. Puis c'est extrêmement difficile de garder la foi des gens, on va dire. Ouais. Est-ce qu'ils peuvent garder ce rêve-là réellement ou non? Fait que c'est des gros défis qu'on a présentement. Ça génère beaucoup de questionnements chez nos travailleurs, nous aussi. Ce qui est en partie déplorable, surtout pour les régions, c'est ça vient toucher les travailleurs étrangers temporaires. C'est des gens qui contribuent déjà à l'économie. Donc, c'est dur à comprendre pourquoi le gouvernement s'attaque à ça. Je comprends très bien les problèmes de logement puis tout ce qu'on veut, mais on prend l'exemple de l'Abitibi-Ouest. C'est pas juste dans les PME qu'il y a des besoins. C'est le système d'éducation. Cette année, je ne sais pas combien de professeurs qui pouvaient manquer dans la commission scolaire. Les hôpitaux, la population s'est mobilisée il y a 2 ans pour mettre en place un fonds qu'on a appelé la Grande Séduction pour être capable d'attirer des infirmiers, infirmières de l'étranger pour venir travailler chez nous. Mais eux aussi, de tout mettre ça sur pause, ça fait envoler leurs rêves. Puis régionalement, c'est catastrophique dans un sens. Ben, tu sais, une des choses que je me dis, c'est peut-être aussi, tu sais, chez Métal Marquis, vous avez fait une super intégration, vous avez été là-bas, vous avez rencontré les gens, vous avez appris le langage. Tu sais, dans les compagnies que je côtoie, l'intégration, c'est très bien fait, mais je pense pas que c'est peut-être partout que l'intégration, c'est bien fait. Fait qu'à un moment donné, ben on ouvre, puis on se dit, ben là, peut-être que j'ose imaginer qu'il y a quelque chose de ce genre-là avec le gouvernement dans les décisions qu'ils prennent, mais là, hey, c'est tellement pas un débat qu'on va avoir au podcast mini avec Manon Roulis. Je connais rien du gouvernement. Mais tu sais, bref, ça l'amène une petite couche supplémentaire de défis quotidiens. On aime ça, les entrepreneurs, les défis, Pat. Qu'est-ce que t'en penses? On nage là-dedans tous les jours. En parlant de défis, ma dernière question pour toi, tu sais, c'est quoi les prochaines étapes pour Métal Marquis, les prochaines années? C'est où que tu veux aller? Bien, pour nous, notre vision, c'est vraiment, on veut... Ça a fait partie, en début de discussion, on a parlé du changement de l'image, mais présentement... On ne change pas l'image, là? Non, pas du tout. Ça faisait partie de la stratégie, mais présentement, la majorité de notre clientèle est en Abitibi-Témiscamingue, domaine minier, forestier, industriel. On veut sortir de notre région, se diversifier encore plus. Donc, c'est ce qu'on veut mettre en place. On a travaillé fort sur nos processus dans le passé. Côté production, on va dire, on est très solide de ce côté-là. Donc, on veut mettre l'accent sur le côté développement pour aller mieux sélectionner nos clients, mieux sélectionner les types de travaux qu'on va aller chercher. C'est de ce côté-là qu'on met l'emphase pour les prochaines années. Bien, c'est vraiment le fun de vous voir aller. C'est le fun de te côtoyer, Pat. Moi, me semble on se voit plus depuis qu'on collabore ensemble depuis la dernière année. Mais moi, chaque fois, je te trouve inspirant. Qu'est-ce que tu fais, c'est inspirant. Tu restes humble dans tout ce que tu fais. Tu as une super belle équipe. Puis vraiment, on va vous suivre à travers toutes ces années-là, c'est certain. Merci, Manon. Bye bye. Bye bye.